Ce soir, dans E égale M6, insomnie, mal de dos, problème de vue, comment les éviter? 55% des Français souffrent d'insomnie, le plus souvent occasionnelle. Et selon les statistiques, la France est championne du monde de la consommation de somnifères. Pourtant, en effectuant quelques changements dans votre environnement, les troubles du sommeil pourraient être limités. Faut-il vraiment dormir dans la pénombre? Par quelle prouesse technologique les matelas high-tech préservent-ils nos nuits? Que se passe-t-il dans notre corps quand on dort mal? C'est notre enquête. Sac de course, sac à main, combien de kilos infligez-vous à votre corps chaque jour? Est-ce que je peux pendant 30 secondes peser votre sac? Hop, 7 kilos. En quoi ces objets lourds influent-ils sur la santé de votre dos? Et comment y remédier? Une femme sur 6 connaît les symptômes des jambes lourdes. Mais pourquoi les veines se mettent-elles à dysfonctionner? Comment booster votre circulation? Vous saurez tout. 79% des Français portent des lunettes ou des lentilles et 20% des moins de 20 ans sont myopes. Mais pourquoi? Et si c'était tout simplement nos nouveaux modes de vie qui en étaient la cause? Vous allez découvrir que souvent, les habitants des campagnes ont une meilleure vue que ceux de la ville. Quand on était petit, on regardait les bêtes dans les champs, donc on avait toujours ce regard qui était toujours loin. Savez-vous qu'il existe des méthodes de rééducation de l'œil pour corriger naturellement ces dysfonctionnements? Découverte dans cette émission. Bonsoir, insomnie, mal de dos, problème de vue. Face à ces troubles très largement répandus, beaucoup d'entre nous consomment des médicaments ou portent des lunettes. Et s'il existait des moyens plus simples de prévenir et de combattre ces véritables maux du siècle? Vous allez voir ce soir avec des scientifiques comment, en changeant simplement nos comportements, on peut obtenir des résultats spectaculaires et mieux vivre. Un Français sur 4 souffre ou a déjà souffert d'insomnie. Contre ces troubles du sommeil, les somnifères ne sont pas la seule solution. Il y a souvent beaucoup plus simple pour retrouver un bon sommeil. Température de votre chambre, qualité de votre matelas, heure du coucher et du dîner. Nous allons voir comment, en modifiant vos comportements, vous pouvez booster naturellement vos hormones du sommeil. Reportage de Jessie Picard. Un Français sur 2 souffre d'insomnie occasionnelle ou chronique. Pourtant, le sommeil est indispensable à notre corps pour se régénérer. Mais avant de vous jeter sur les somnifères, vous allez voir qu'en modifiant simplement votre environnement, vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil. Comment les matelas nouvelle génération préservent-ils nos nuits? Enquête. Isabelle, 52 ans, est professeure de danse. Elle partage avec son fils un petit 2 pièces en région parisienne. Et depuis quelques années, elle se plaint de troubles du sommeil. Quelquefois, j'ai du mal à m'endormir. Voilà, donc ça met beaucoup de temps. Ou alors, inversement, je m'endors rapidement et je me réveille 3-4 fois dans la nuit. Pour mieux comprendre, nous avons demandé à Aurélie Meyer-Mazel, psychologue spécialisée dans le sommeil, d'observer l'environnement dans lequel dort Isabelle. Alors moi, je dors dans cette pièce. Mon lit est ici. Est-ce que vous arrivez à vous isoler de la lumière? Alors non, en fait, les volets descendent jusque-là et j'ai de la luminosité le matin, en fait. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est un point important d'être dans l'obscurité, car la lumière bloque la sécrétion de mélatonine. La mélatonine est une hormone qui favorise le sommeil. La mélatonine, l'hormone du sommeil, est sécrétée dans notre cerveau dès qu'il fait nuit, avec un pic vers 3 heures du matin. Son rôle est de mettre notre corps au repos pour qu'il régénère nos cellules. Or, toute lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, comme celle d'un réveil ou d'un voyant lumineux, peut bloquer la sécrétion de mélatonine. L'organisme sera donc moins reposé. Pensez donc à vous isoler de toute source de lumière. Deuxième observation, Isabelle dort à côté de son réfrigérateur qui fait du bruit. Ces perturbations sonores sont captées par notre cerveau qui reste actif malgré l'endormissement. Et vous allez le voir, le bruit a une influence directe sur notre cycle de sommeil. Le sommeil est constitué de 4 à 6 cycles de sommeil. Chaque cycle fait en moyenne 90 minutes, donc 1h30. Et en fin de compte, chaque cycle se termine par du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal est perturbé par le bruit et la lumière. Il est alors entrecoupé de micro-réveils qui empêchent le corps de se reposer. Pensez donc à bien vous isoler. Mais la qualité de votre sommeil dépend aussi de celle de votre literie.
Direction le Centre européen du sommeil. Pour évaluer l'importance d'un bon matelas, le docteur François Duforez et son équipe ont réalisé une étude sur des dormeurs sans troubles du sommeil apparent, comme Magali. Le contexte de l'étude, ça s'est fait sur une vingtaine de personnes qui sont des dormeurs tout à fait normaux, qui ont dormi 2 nuits à l'hôpital, dans une chambre, contrôlée, sur une literie ancienne versus une literie neuve par tirage au sort. Pour évaluer la qualité de leur sommeil, les cobayes ont été équipés d'électrodes qui enregistrent les micro-mouvements musculaires. Plus un sujet dort bien, moins il bouge. Au niveau évidemment de son cerveau, mais aussi au niveau de ses muscles en périphérie. Les volontaires ont ensuite dormi une nuit sur un matelas de plus de 10 ans et une nuit sur un matelas neuf. Résultat ? Et là, vous avez l'enregistrement sur une personne sur une literie ancienne, avec énormément de micro-éveils, notamment en deuxième partie de nuit. Et on voit très bien sur la literie neuve qu'en deuxième partie de nuit, le sommeil est beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de micro-éveils, le sommeil est qualitativement bien meilleur. Mais comment expliquer l'influence de ces nouvelles literies sur notre sommeil? Pour le comprendre, Mac Lesguy s'est intéressé à leur évolution technologique. Il a testé ces matelas nouvelle génération chez un grand spécialiste parisien. Premier problème, peut-on bien dormir à deux sur un même matelas? Bonjour Mac. Ah, bonjour Philippe. J'étais justement en train de tester un de vos matelas. Est-ce qu'on a enfin aujourd'hui des matelas qui permettent de ne pas sentir les mouvements de son voisin ou de sa voisine de lit? Tout à fait. Je vais vous inviter à faire le test. Regardons concrètement ce qu'il se passe quand on dort à deux sur un matelas ancienne génération. Nous avons posé un ours en peluche à côté de Mac. Regardez comme il réagit au moindre mouvement de notre animateur. Là, ça se passe de commentaires, effectivement. Tout le matelas bouge, l'ours bouge, jusqu'au bord du matelas, ça bouge. On est bien solidaire de sa voisine ou de son voisin de lit. Absolument. Il n'y a pas d'indépendance de couchage. Hop. Comparons maintenant avec un matelas nouvelle génération. Regardez, c'est incroyable, l'ours ne bouge quasiment pas. Ça s'appelle une nuit très agitée, effectivement. C'est une nuit très agitée, mais je vois effectivement, ni le matelas, ni l'ours qui est à 40 cm de moi n'ont bougé. Ne bouge, tout à fait. Mais comment l'expliquer? Comparons les mousses des deux matelas. Donc une mousse d'ancienne génération. Alors, comme vous pouvez le voir, donc elle a un ça retour. c'est la mousse tout à fait classique, oui, qu'on connaît, très élastique. Tout à fait. Alors vous avez aujourd'hui une mousse nouvelle technologie. Comme vous pouvez le constater, il y a un retour beaucoup plus lent donc, sur la mousse, parce qu'on y a adjoint un polyol à mémoire. Ce polyol à mémoire est une substance chimique qui épaissit la mousse et la rend moins élastique. Elle met donc plus de temps à reprendre sa forme initiale et ainsi absorbe mieux les mouvements. Et donc, elle retarde, elle amortit en quelque sorte le retour à la position initiale. Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une mousse qui a été étudiée pour la NASA pour équiper les sièges donc de la navette spatiale. Pour le confort des astronautes, on a mis au point cette mousse qui sert aujourd'hui à la tranquillité de notre sommeil. Exactement. Mais les prouesses techniques ne s'arrêtent pas là. Retrouvons Isabelle, notre insomniaque occasionnelle. Notre spécialiste a fait chez elle une autre découverte. Alors donc je vois que vous avez un thermomètre, je vais pouvoir contrôler la température. Donc ici il fait 24 degrés, donc c'est vraiment excessif pour dormir. Idéalement il faudrait une température autour de 19 degrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour s'endormir, la température corporelle a besoin de chuter d'1 degré. Si le jour, notre corps est à 37 degrés, la nuit, il ne doit pas dépasser 36 degrés. C'est ce qui permet aux muscles et aux organes de fonctionner à bas régime et donc de mieux se reposer. L'autre fonction des matelas high-tech, c'est donc de nous maintenir au frais. Comment est-ce que maintenant les matelas modernes évacuent la chaleur du corps? Alors c'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Vous avez deux techniques qui sont utilisées. Donc c'est par le biais du traitement du tissu ou par le garnissage donc à l'intérieur du matelas où vous allez jouer avec du lin, de la soie et d'autres matières qui vont vous permettre de jouer un rôle thermorégulateur. En clair, le matelas est constitué de plusieurs couches de fibres qui vont évacuer la chaleur émise par notre corps vers l'extérieur de la literie. Autre problème, pendant la nuit, nous transpirons tous l'équivalent d'un verre d'eau. La texture de ces matelas permet aussi de nous maintenir au sec. C'est-à-dire que la fibre va vous permettre donc de diffuser l'eau sur une partie beaucoup plus large plutôt que de rester stagnante. Et ça va vous permettre donc en un temps record d'avoir l'eau qui va disparaître totalement de votre matelas. Donc au final, on a un matelas qui évacue bien la transpiration, qui reste frais et qui permet de ne pas sentir les mouvements de sa voisine ou de son voisin. Absolument.
En conclusion, si votre literie a plus de 10 ans, pensez à investir dans un matelas nouvelle génération, à partir de 500 €. Autre conseil, isolez-vous au mieux du bruit et de la lumière. Ce sont les premières clés d'un sommeil apaisé. Toute la journée, nous portons des sacs, des cartables, des objets lourds, un comportement qui favorise le mal de dos. Comment éviter son apparition? Savez-vous qu'il existe un moyen très simple pour prévenir le phénomène des jambes lourdes qui fait souffrir tellement de femmes? Voici les explications des scientifiques pour prévenir très simplement ces troubles si fréquents. Reportage de Julie Domé. Aujourd'hui, plus de 80% des Français ont déjà souffert du dos. C'est le mal du siècle. Mauvaise position, sédentarité, stress. Notre dos est le premier à en subir les conséquences. Mais une femme sur 6 est aussi touchée par un autre mal, les jambes lourdes. Alors, comment prévenir la douleur et éviter qu'elle ne s'installe? Les scientifiques nous disent tout. Notre enquête démarre sur un marché parisien où je joue les primeurs d'un jour. Bonjour madame. On a 3 pêches de vigne ici, 3 centimes. Merci. Bonne journée. Plus sérieusement, je vais m'intéresser aux sacs que nous portons tous les jours et qui ont une influence directe sur le mal de dos. En effet, une charge répétée sur un seul côté de notre corps stresse nos muscles et notre colonne vertébrale. Mais savez-vous combien pèse votre sac? Est-ce que je peux pendant 30 secondes peser votre sac? Hop. Venez voir. Est-ce que vous saviez que votre sac pesait 3 kg 570 grammes? 3 kg 5. C'est presque comme si vous aviez 3 bouteilles d'eau sur l'épaule. Est-ce que je peux le peser? Bien sûr. J'espère qu'il fait moins de 3 kg. À votre avis, il fait combien? C'est J'aurais dit 1,5 kg, j'aurais pas dit plus en fait. 1,5 kg. Ah ben regardez combien il pèse. Quasiment 4 kg 800 grammes. Vous vous rendez compte? C'est vrai que c'est lourd. Alors c'est trop lourd. Mais il y a pire, regardez. 7 kilos, madame. 7 kilos. Vous avez 7 kilos? C'est presque le poids d'un pack d'eau. Pourtant, mesdames, vos sacs à main ne sont pas faits pour porter des charges aussi lourdes. Alors, comment trimballer votre vie dans un sac sans abîmer votre dos? Direction le cabinet de Patrick Gossoub, kinésithérapeute. Alors pour la répartition idéale des charges, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut équilibrer. Équilibrer, c'est porter la même charge à droite qu'à gauche. L'idéal est donc le sac à dos, et vous allez voir qu'il a un autre avantage. Quand on doit porter des poids plus lourds, d'abord j'insiste sur la position du dos, on revient un petit peu cambré. Un sac à dos laisse un creux au niveau des lombaires, et vous allez comprendre que c'est une position naturelle pour préserver votre dos. Direction le service de radiologie de l'hôpital de Garches, où le professeur Carlier tord le cou idées reçues sur notre colonne vertébrale. Dans la colonne, il y a une mauvaise expression, c'est se tenir droit comme un i. Notre colonne vertébrale a une forme en S. De façon physiologique, nous avons une déformation sous la forme d'une bosse à l'étage thoracique et en forme de creux à l'étage lombaire. Un sac à dos parfaitement ajusté épouse naturellement la forme du dos. En revanche, s'il est porté trop bas, il peut forcer la cambrure et écraser les lombaires. Pensez donc à bien l'ajuster aux épaules. Étudions maintenant une autre cause du mal de dos. Audrey, journaliste de notre rédaction, passe beaucoup de temps assise devant son ordinateur. Et comme un Français sur 8, elle a très souvent mal au dos. Nous avons demandé à notre kinésithérapeute de l'examiner. Et là, on est dans le cadre d'une lombalgie commune. C'est la lombalgie classique dont on parle. C'est-à-dire que votre dos, il plie très bien vers l'avant. Il n'y a pas de problème pour dérouler en avant. Par contre, dès que je vous demande d'aller en arrière, vous avez du mal. Or, normalement, un dos, il doit à peu près plier autant en avant qu'en arrière. La lombalgie est la forme de mal de dos la plus fréquente. C'est en général le bas de notre dos qui nous fait souffrir à la fin de la journée. Mais pourquoi? Notre colonne vertébrale est composée de 24 vertèbres, dont 5 qui forment les vertèbres lombaires dans le bas de notre dos. Entre chaque vertèbre se trouve un disque intervertébral, un tissu souple permettant la mobilité. Au quotidien, cette région du corps est sollicitée. Jambes croisées, dos affalé, voûté, enroulé, dans toutes ces positions, la colonne est tordue et inclinée, et les disques intervertébraux subissent des pressions considérables. Et à cause de la position assise, notre colonne n'est pas assez souple pour aller vers l'arrière. Pour retrouver cette souplesse, il existe un exercice très simple. Vous allez serrer les fesses et tendre les jambes.
Vous allez voir, en faisant l'avion, vous allez rééquilibrer votre dos et faire travailler vos muscles. Serrez bien et vers le bas. Et vous allez décoller de la table. Sans pousser sur le ventre, vous respirez avec le sternum, calmement, et vous pensez, j'allonge mes bras, j'allonge mes jambes, je serre les fesses et je décolle. Et vous respirez calmement, calmement, calmement. Voyons maintenant quelle est la meilleure position assise pour préserver votre colonne vertébrale. Décroisez les jambes et les pieds. Redressez votre dos en poussant les épaules en arrière. Enfin, dernier conseil. Un sport qui est très très bon pour le dos, qui est réputé le meilleur sport, c'est la natation. En effet, si vous avez des douleurs dorsales persistantes, sachez que nager permet de travailler en douceur tous les muscles du corps et en particulier ceux du dos. Avec toutes ces précautions, vous devriez limiter vos maux de dos. Passons maintenant à un autre mal qui, pour des raisons hormonales, touche une femme sur 6. Ce sont les jambes lourdes. Pesanteur, picotement, gonflement des chevilles, élancement, toutes ces manifestations sont souvent ressenties lorsque la position debout ou assise est prolongée. C'est alors notre système veineux qui est en souffrance. Alexia a aujourd'hui rendez-vous avec le docteur Blanche Maison, phlébologue. Bonjour docteur. En fait, j'ai les jambes assez lourdes, ça me gêne de temps en temps, surtout quand il fait chaud, surtout que je travaille dans un métier où je suis toujours debout. En effet, en position debout, la gravité ralentit la circulation veineuse qui remonte vers le cœur. Explication. Vous avez dans votre corps deux sortes de vaisseaux, les artères en rouge qui amènent le sang vers les pieds et les veines en bleu qui ramènent le sang vers le cœur. Il faut que les parois des veines soient assez solides pour supporter le poids du sang quand vous êtes vertical, assise ou debout. Si les parois des veines sont fragiles, les veines vont se distendre et le sang aura du mal à remonter vers le cœur. On va avoir un engorgement au niveau musculaire qui va déclencher le phénomène de jambes lourdes. Observons les veines d'Alexia d'un peu plus près. Le diamètre d'une veine moyenne est normalement de 4 mm environ. Là, on la mesure et nous voyons que nous avons un petit peu plus, on a 6 mm. Donc c'est ça qui explique les jambes lourdes. La veine est un petit peu distendue. Fragilisée par le poids du sang qui a du mal à circuler, sa veine s'est donc dilatée. Alors, comment faire pour préserver ces veines, sachant que 80% d'entre elles se trouvent dans nos muscles? La plupart des muscles sont dans la jambe. La jambe, c'est que les muscles. Ça a été conçu dans notre évolution pour marcher suffisamment. On est fait pour marcher 5-6 heures par jour. Donc, on n'est pas obligé de marcher autant que ça, mais marcher quand même au moins 1 heure, c'est bien. Un conseil, pour activer votre circulation sanguine et préserver vos veines, faites donc une marche rapide tous les jours. Vous savez maintenant qu'en modifiant votre comportement, vous pouvez protéger votre corps des douleurs quotidiennes. E = M6, comment mieux vivre sans médicaments? Avec des gestes simples, continue dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. 79% des Français portent des lunettes ou des lentilles. Et 20% des moins de 20 ans sont myopes. Mais pourquoi? Et si c'était tout simplement nos nouveaux modes de vie qui en étaient la cause? Vous allez découvrir que souvent, les habitants des campagnes ont une meilleure vue que ceux de la ville. Savez-vous qu'il existe des méthodes de rééducation de l'œil pour corriger naturellement ces dysfonctionnements? Découverte dans la suite de E = M6. E = M6, comment mieux vivre sans médicaments avec des gestes simples, deuxième partie. Il y a en France de plus en plus de myopes. C'est, vous allez le voir, une conséquence de notre mode de vie de plus en plus urbain. D'ailleurs, la vue de ceux qui vivent à la campagne est meilleure que celle des citadins. Mais savez-vous qu'il existe aujourd'hui des méthodes pour rééduquer nos yeux? Peut-on améliorer sa vue sans recourir à des lunettes, des lentilles ou une opération? Reportage de Karine Lazare. 8 Français sur 10 portent des lunettes ou des lentilles. Et 20% des jeunes de moins de 20 ans sont myopes. Mais comment l'expliquer? Vivre en ville ou à la campagne aurait-il une influence sur la qualité de notre vue? Pour le savoir, nous avons comparé Germain, 65 ans, qui a une vue parfaite, à Camille, 19 ans, myope. Pour E = M6, des scientifiques se penchent sur leur cas. Direction Figeac, où nous avons rendez-vous avec Germain, paysan à la retraite. Sa vue était son outil de travail et elle ne l'a jamais trahi. Je n'ai jamais eu de problème aux yeux. Et quand on était petit, on aidait à aller garder les bêtes dans les champs. Et on les regardait qu'elles ne partent pas d'un champ à un autre. Donc on avait toujours ce regard qui était toujours loin. Et
voici Camille. Étudiante de 19 ans, elle vit à Paris dans un studio de 15 mètres carrés avec vue sur un immeuble et passe son temps à travailler sur son ordinateur. Je porte des lunettes depuis l'âge de 12 ans et je m'en suis rendu compte à l'école parce qu'il était impossible que je puisse lire le tableau depuis les derniers rangs. Voir de loin sans ses lunettes, impossible pour Camille. En revanche, les yeux de Germain peuvent percevoir des détails que la plupart d'entre nous ne voient pas. Faisons une expérience. Regardez bien au loin entre les deux maisons. Vous ne voyez rien? Mais si, tout là-bas. Germain, lui, a immédiatement repéré les vaches. Oh, entre 35 et 40 bêtes là, qui sont assez loin quand même. À vol d'oiseau comme ça, il doit y avoir oui, au moins 3000 mètres au moins. Avoir du mal à percevoir une image de loin, c'est le problème de 39% des Français qui souffrent de myopie. Et ils sont 2 fois plus nombreux qu'il y a 40 ans, comme le montrent ces images tournées à la faculté Paris-Dauphine dans ce cours d'infographie, où un élève sur 3 est myope. Mais comment l'explique-t-on? Réponse avec le docteur Pack, directeur de recherche en ophtalmologie à l'hôpital des 15-20. Disons que le niveau d'exigence visuelle a augmenté, je pense, en particulier avec le travail sur écran. L'œil s'habitue à la vision de près, en quelque sorte, et chez les myopes, c'est justement la vision de près qui est la plus confortable. Donc tout se passe comme si, lors de la croissance de l'œil cherche les images, à s'adapter aux images qu'il voit le plus fréquemment, et ça pourrait participer à ce phénomène d'augmentation de la myopie. À force de ne fixer que des objets rapprochés, nos yeux perdraient en quelque sorte la mobilité nécessaire à la vision de loin. Pour mieux comprendre, voyons d'abord comment un œil normal perçoit une image nette. La lumière entre par la pupille, traverse la cornée et le cristallin et va s'imprimer sur la partie supérieure de la rétine, qui forme le fond de l'œil. Le cerveau interprète cette image et la voit nette. Mais que se passe-t-il pour un œil myope? Quand on est myope, c'est que justement la lumière n'arrive pas correctement sur la rétine. Pourquoi? Parce qu'il est légèrement trop long, c'est-à-dire que la lumière ne peut pas être dirigée exactement là où il faut. Donc les objets vus de loin paraissent flous. En clair, l'œil est trop relâché par rapport à la puissance de la cornée et du cristallin. Les rayons lumineux vont se focaliser un peu en avant de la rétine, et le cerveau ne va percevoir qu'une image floue. Le port des lunettes va permettre de faire le point net sur la rétine. Pour éviter cette déformation, l'œil doit exercer sa vue de loin autant que sa vue de près. Et c'est ce que fait Germain depuis toujours. Très jeune, son mode de vie a obligé ses yeux à faire des mouvements dans tous les sens, notamment pour retrouver ses bêtes. Camille, elle, a souvent les yeux fixés sur l'écran. Ses yeux sont donc moins mobiles. Mais il existerait un moyen naturel de renforcer les muscles des yeux et d'ainsi limiter les déficiences oculaires. La méthode Bates, aussi appelée yoga des yeux. Eva Lothar, médecin de formation, enseigne cette discipline. Elle nous en explique le principe. Le but de la méthode, c'est de redonner à cet œil qui a pris l'habitude de fixer la possibilité de bouger, c'est-à-dire de s'évader, de se libérer du petit cadre fixe. Cette gymnastique de l'œil consisterait en des mouvements assez simples que vont pratiquer pour nous Anne-Lise, Karine et Lisa, et que vous pouvez essayer chez vous. Premier exercice, le lancer de balle. Ici, l'œil doit suivre le trajet de la balle pour que la tête et les yeux soient constamment en mouvement. Le but est de mobiliser le regard et d'empêcher la fixité. Et comme nous sommes en mouvement, pas mal de muscles sont en mouvement, et pour ça, le cœur va battre et faire circuler l'oxygène, on va respirer plus vite, et donc ça sera tout bénéfice au niveau des yeux et du cerveau. Deuxième technique, le bâtonnet. Il permet d'alterner mise au point proche et lointaine. Plus élastique, votre œil apprendrait à voir de près et de loin instantanément, sans être obligé de faire un effort. Selon le docteur Lothar, la pratique de cette méthode permettrait de ralentir la progression de troubles comme la myopie. Mais qu'en pense notre chercheur? Pour la myopie en tant que telle, il n'y a pas d'exercice recommandé pour freiner la myopie. La science émet donc des réserves sur cette méthode. En revanche, les ophtalmologues préconisent aussi des mouvements qui permettent de limiter la fatigue des muscles oculaires. C'est ce que l'on appelle l'orthopsie. Lorsqu'il existe un défaut des muscles des yeux, les deux yeux ne convergent plus. Ça s'appelle une insuffisance de convergence. Cela est dû au fait que les muscles qui sont à la partie interne de l'œil ici ne tirent plus suffisamment.
En clair, si vous ne parvenez pas à loucher, c'est peut-être parce que vous souffrez d'une fatigue musculaire. Les muscles du cristallin peuvent aussi être rééduqués. Le cristallin, c'est une lentille transparente qui est à l'intérieur de l'œil, qui joue le rôle de l'autofocus de l'appareil photo pour mettre au point cette lentille qui va se bomber lors du passage à la lecture rapprochée. Et en étant bombé, il permet de voir de façon nette. Lors du travail sur écran, tous ces muscles sont très fortement sollicités. À force, ils fatiguent. Vue brouillée, picotement, tiraillement, c'est alors que les troubles apparaissent. Mais comment remédier à cette fatigue? Il est souhaitable d'entrecouper le travail par des pauses pendant lesquelles les muscles vont se reposer. Il faut savoir regarder au loin pendant quelques secondes pour détendre ces muscles des yeux. Vous l'aurez compris, si vous n'avez pas comme Germain la chance de vivre à la campagne, avec l'horizon pour paysage, il ne faut pas pour autant négliger vos yeux. Pour les maintenir en bonne santé, il faut les exercer comme n'importe quelle autre partie de votre corps. E = M6, c'est terminé. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, passez une excellente soirée sur M6, évidemment. Au revoir.